C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Twi TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs. Et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 27 juillet 2022. Et pour la présente convocation, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, Madame, Messieurs. Vous serez rejoint tout à l'heure par le juge Geoffroy Vaha et pour la troisième convocation de la dernière semaine de la saison du tribunal de l'actualité, nous recevons à la barre M. Mélégué Maurice Traoré. Il est diplomate de carrière et ancien président de l'Assemblée nationale. À ses côtés, nous avons Alpha Yago, responsable du mouvement associatif du CDP. Et avec nos deux invités, il sera question du processus de réconciliation nationale en cours au Burkina, notamment le pardon de l'ancien président Blaise Compaoré. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Voici planter le décor pour cette troisième convocation et c'est parti pour les avant-propos. Juge Bougman, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Alors, ce qui retient notre attention, c'est la suite de mon avant-propos d'hier en ce qui concerne ces échanges de missives entre la FAIB, certains dignitaires religieux, et le ministre en charge des affaires religieuses de culte au niveau du Burkina. Le ministre a fini par s'excuser. J'avais dit qu'il y avait deux voies où effectivement les faits sont avérés et puis on emploie les moyens légaux pour régler cette affaire, ou on passe par la voie de la concertation pour pouvoir régler ces choses-là. Bon, les uns et les autres ont choisi une autre voie et ça nous revient à la face. C'est le ministère qui s'excuse et puis bon, on prend acte et puis on avance. Mais en même temps, c'est des questions qui sont reportées, c'est des problèmes qui sont reportés. Je ne pense pas qu'on l'a sérieusement vidé. Donc, quels sont les enseignements qu'on tire? Quelles sont les leçons qu'on tire? Nous sommes toujours dans la logique, c'est un sujet sensible, c'est un sujet tabou. Mais je pense que c'est mieux, effectivement, que les uns et les autres se parlent. Je dis bien pour arrondir les angles. En la matière, j'ai dit, même pour un prêcheur aguerri, un dérapage verbal n'est jamais loin, ça peut arriver. Parce que l'oralité aussi, c'est ça. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et si le dérapage n'est pas aussi, comment on appelle ça, conséquent, bon, il n'y a pas de raison, il faut être un chat. Donc, je pense aussi que on devait pouvoir raison garder pour éviter d'échauffer la République avec des choses comme ça, qui, de mon point de vue, parfois n'en valent pas la peine. Alors, juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, bonjour Président, bonjour juge Bougman, bonjour téléspectateurs et auditeurs. Ce qui retient mon attention, c'est bien ce que juge Bougman abordait tout à l'heure, parce qu'on en avait parlé en avant-propos hier. C'est quand même aussi assez grave, quoi qu'on dise, parce que pour un ministre, autant de conditionnels dans une lettre, et puis pour un audio qu'on aurait pu prendre la peine d'écouter pour éviter ce à quoi on est exposé aujourd'hui, surtout que c'est une question sensible, et puis voir toute une communauté venir repréciser les choses et donner la vérité dans cette affaire, contraindre le ministre à s'excuser comme ça s'est fait. Je pense qu'on aurait pu éviter ça si on avait mis un peu plus de sérieux. Et je crois que ça, c'est une interpellation. La question, elle est sensible. Et si on est d'accord qu'elle l'est, je crois que le ministre aurait pu prendre beaucoup plus de prudence dans sa démarche. Mais bon, il s'est excusé. Est-ce qu'on peut aller au-delà de cela? Je pense que la leçon sera retenue et pour la suite. On le disait en début d'émission, deux convoqués à la barre du tribunal ce matin, M. Mélégué Maurice Traoré et également Alpha Yago. Question de généralité déjà, M. Traoré, comment appréciez-vous le fonctionnement de l'actuelle Assemblée législative de transition dans sa composition et dans sa forme? Bonjour, d'abord je m'appelle Mélégué, pas Maurice, puisque je sais qu'aucun Français ne s'appellera Mélégué un jour. C'est la précision que je voulais vous donner. Cela dit, on est dans une assemblée en période d'exception, au départ en trois. Et nous avons déjà vécu ça à plusieurs reprises. Déjà après le 3 janvier 1966, il y avait un conseil, un comité national de ce genre-là. Ensuite, en
1974, on a eu un conseil consultatif du renouveau, etc. Ce n'est pas la première fois qu'on a ça. Il y a eu des coups d'État après lesquels on n'a pas créé ce genre de structure. Le CMRPN n'en a pas créé, le CSP n'en a pas créé, sous la Révolution, il n'y en avait pas. Le CDR était censé représenter le peuple. On peut discuter de ça, mais c'était ça le dispositif. Alors, l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, la grande différence avec le passé, c'est qu'on lui a donné des pouvoirs législatifs, c'est-à-dire la possibilité de voter des lois. Alors, pour beaucoup de gens, voter des lois suppose qu'on ait été élu. Mais ce n'est pas tout à fait exact, comme je l'ai souvent expliqué. En droit parlementaire, selon l'Union interparlementaire, il n'y a que 2 critères pour juger un parlement véritablement, c'est la représentation et le vote des lois. L'élection des membres n'est pas un critère, ça fait partie des critères de second rang. Donc très bien, l'ALT actuellement peut très bien voter des lois, j'ai souvent expliqué ça. La manière dont ça fonctionne, il faut regarder le contexte, je crois que c'est ça qui est important. C'est vrai que la manière de choisir les membres n'a pas toujours permis d'envoyer des gens très avisés. Il y a des gens de qualité là-bas. Luc Tchao, vous avez les Abdoulaye Souman, un certain nombre. Mais aussi vous avez des gens qui sincèrement, à mon avis, ce n'est pas leur place. Mais enfin, ils sont là-bas. Un étudiant, un élève, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas concrètement. Cela dit, je pense que le fonctionnement, en tout cas, si on tient compte du contexte, l'Assemblée fonctionne plutôt bien. Elle a réussi, comme sous la transition de 2014-2015, elle a réussi à être maintenue au sein de l'Union interparlementaire, alors que traditionnellement, dès qu'il y a un changement de ce genre, l'Union interparlementaire, c'est les Nations Unies en fait, suspendent le pays concerné. En 2014, même si ça n'a pas été dit publiquement, moi j'étais intervenu auprès de l'Union interparlementaire parce que j'ai été membre du comité exécutif de l'Union pendant longtemps. Et puis j'ai présidé pendant longtemps aussi la commission de l'IIP pour les affaires des Nations Unies pendant 5 ans. Et j'étais intervenu pour qu'il n'y ait pas de suspension dès lors que l'Assemblée votait des lois. C'est la même chose cette fois-ci. Je ne suis pas intervenu, mais de toute façon, l'ALT n'a pas eu de problème de ce côté-là. Donc moi, je suis relativement satisfait. D'accord. Et toujours concernant l'ALT, selon nos confrères du journal L'Événement, les députés, dans le contexte de transition, touchent 2 millions de francs CFA par trimestre, en plus de leur salaire et des émoluments. Quelle est votre réaction en tant qu'ancien président? C'est une question qui n'est pas aussi simple qu'elle lui paraît. Les députés, normalement, c'est eux qui fixent eux-mêmes leurs émoluments, ce n'est pas l'exécutif. Or, ici, c'est l'exécutif qui a fixé. Et même quand les députés fixent leurs émoluments, c'est discrétionnaire pour l'Assemblée, mais ça ne veut pas dire que c'est arbitraire, ils ne le font pas comme ça arbitrairement. C'est basé sur les salaires les plus élevés dans la fonction publique. Enfin, on a un jeu de calcul qui permet de fixer. Or, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Alors, de sorte que, en plus, parce que les revenus des députés ont été fixés comme ça, mais par rapport aux assemblées précédentes, ça a baissé aussi d'une certaine façon. Par exemple, les indemnités de session étaient de 30 000 francs avant, un peu plus même. J'ai vu que c'est ramené à 22 000. Il y a mais vous savez, l'Assemblée a une telle autonomie. On parle même dans beaucoup de pays de souveraineté parlementaire. A une telle autonomie dans ce domaine-là qu'il vaut mieux regarder ce qu'ils font concrètement par rapport aux missions qui leur sont confiées. Il y aura toujours des cas de ce genre. À l'époque où j'étais président de l'Assemblée, on avait tranché cette question de manière claire en prenant un acte du bureau. Un acte du bureau, une résolution du bureau. Parce qu'à l'Assemblée, il y a 2 sortes de résolutions. Vous avez les résolutions de l'Assemblée elle-même et puis les résolutions du bureau. Et quand il s'agit de gouvernance interne à l'Assemblée, on peut prendre les résolutions du bureau. À l'époque, une résolution du bureau avait
déterminé 3 millions par député et par an. Chaque député ne recevait pas l'argent liquide. C'est-à-dire que chaque député déterminait dans sa circonscription un projet ou des projets à réaliser, faisait faire les travaux et celui qui avait réalisé les travaux amenait les factures à la questure et le questeur payait. Donc on ne remettait pas l'argent liquide aux députés. Mais les gens ont tellement crié à l'époque déjà qu'en 2021, en 2001, moi j'ai proposé au bureau qu'on arrête ça parce que ça amenait trop de polémiques. Mais il y aura toujours de la polémique sur ça. Mais je répète, ce n'est pas ça l'essentiel. D'accord. Alors, M. Ago, question de généralité avec vous. On avait assisté aux premières heures de l'avènement du MPSR à une disparition presque du mouvement associatif. Beaucoup ne disaient pas mot, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, on assiste à un regain au niveau de ces mouvements associatifs. Comment est-ce que vous justifiez cela? Merci bien, Président. Cela se justifie simplement par le contexte politique. Depuis, comme vous l'avez dit, depuis l'avènement des MPSR, on a assisté à la résurgence de certaines OSC qui avaient effectivement disparu du paysage, qui sortaient de manière épisodique et qui subitement auraient gagné de la voix. Et pour défendre la transition et d'autres pour s'opposer au processus de la transition en cours. Ce que je déplore surtout, c'est le manque de cohérence de certaines organisations de la société civile qui ne jouent pas véritablement leur rôle de veille citoyenne et d'interpellation des pouvoirs comme elles l'ont fait sous d'autres régimes. Et pour être plus précis, sur le régime, sur le CDP par exemple. On a vu des OSC, je ne citerai pas, mais vous devinez bien de quel type de OSC je veux parler, qui faisaient feu de tout bois et qui étaient vraiment très présentes dans les médias, sur le terrain, et qui en tout cas n'hésitaient pas à pointer du doigt les insuffisances de la gouvernance sous le CDP. Mais on a constaté que donc sous le régime déchu du MPP, leur prise de parole était moins fréquentes, et ils étaient moins audibles et bien sûr moins présentes sur le terrain. Il y en a par exemple qui n'ont jamais appelé à manifester sur le terrain contre certaines pratiques du régime déchu donc du MPP. Or, et comparaison n'a pas raison, mais je pense à mon humble avis que les 6 ans que nous avons vécu donc sous le MPP en matière de gouvernance, il y avait beaucoup à redire, pour utiliser un euphémisme, avec la situation sécuritaire délétère que nous connaissons, la perte d'une partie du territoire, les nombreux déplacés, les élèves donc qui sont dans la rue, et j'en passe. D'accord. On reviendra un peu plus en profondeur. Voilà, donc, déjà, messieurs les juges, les convoqués sont à vous pour les questions de généralité ou de fond. Non, moi je n'en ai pas. D'accord. Pas de question de généralité. Juge Vaha. Bon, moi j'aurais une question de généralité à l'endroit de Alpha Yago, parce que là on va parler tout à l'heure des questions de réconciliation avec un personnage central, la personne de Blaise Compaoré. Au sein de votre parti, ce n'est pas un secret, il y a, je parle du CDP, il y a un clivage qui est profond. Depuis un certain temps, on parle d'elle. D'ailleurs, vous étiez avec Eddy, vous êtes maintenant avec l'autre elle, que certains qualifient de, je ne sais pas comment, est-ce qu'il y a des futuristes, et puis l'autre, j'oublie le nom, l'aile historique. On invoque aujourd'hui Blaise Compaoré, qui est aussi le président d'honneur de votre parti, mais qui n'a pas pu apaiser aussi ces tensions-là en interne. Ça aussi, c'est quand même un genre de symbole. On a l'impression que tout le monde au CDP ne l'écoute pas forcément, malgré les maintes visites à Abidjan. Vous avez dit en introduction que j'étais avec Eddy et qu'aujourd'hui je ne suis plus avec lui. Je tiens à préciser que je suis militant du CDP. Et donc, en tant que président du CDP, bien sûr, je travaillais donc en tant que membre du BEN, et en tant que collaborateur avec le président Eddy. Et ensuite, j'ai travaillé comme directeur de la communication du CIFOP, cela ne vous aurait pas échappé, donc sous sa conduite. Donc ça également, il faut le préciser. Ceci étant, moi je suis un militant du CDP et je suis un militant discipliné. Et le fondateur du CDP, c'est le président Blaise Compaoré, qui est président d'honneur et donc avec des attributions qui lui ont été données lors du 7e congrès qui a consacré Eddy comme président en son temps, en 2018. Et nos chemins se séparent à partir du moment
où il y a des velléités de contestation à l'encontre donc des orientations du fondateur, dans lequel moi je me reconnais. En plus d'être de gauche, en plus d'être un progressiste, en plus d'être social-démocrate au plan idéologique, je partage les idéaux et la vision du président Compaoré, qui a été un homme d'État et qui a fait des œuvres de grande utilité pour le pays. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que beaucoup de Burkinabés le partagent également. Donc, partant de là, je m'aligne sur les orientations du fondateur, d'ailleurs qui sont statutaires. Il est clairement défini dans nos statuts que pour toutes les grandes décisions au sein du parti, il faut l'accord, l'aval du président d'honneur, du fondateur du parti. Or, le président a clairement signifié à Edi Komboyogo de surseoir à l'organisation du congrès et de créer les conditions pour un consensus au sein du parti pour que le congrès donc soit moins querellé tel que ça l'est aujourd'hui. Une fois de plus, le temps lui a donné raison parce que de 18 décembre à aujourd'hui, la crise ne fait que se poursuivre et même on s'enfonce dans la crise dans la mesure où il y a un référé même qui est le président par intérim Achille a été assigné à référé aujourd'hui par le camp Edi Komboyogo. Donc vous comprenez que la crise donc est profonde. Mais ceci dit, je reste convaincu qu'avec l'accompagnement des sages, donc nous avons la chance d'avoir le président du Haut Conseil du parti avec nous, c'est certain qu'il va se prononcer là-dessus, et d'autres personnes avisées, des personnes de ressources au sein du parti, nous espérons toujours qu'on pourra aboutir à une solution définitive dans cette crise qui n'a que trop duré. Donc, ma question, parce que j'avais rappelé qu'il y a un contexte aussi qui est celui des réconciliations dont on va parler, avec le même personnage central qui est Blaise Compaoré. Voilà pourquoi je fais ce parallèle-là. Il n'arrive pas à éteindre le feu au sein de son parti. La crise, vous direz, elle est essentiellement politique là-bas. Aujourd'hui, sur l'autre terrain où il est appelé à contribuer, c'est peut-être avec d'autres dimensions qui concernent les Burkinabés de façon générale. Mais quand on n'arrive pas à éteindre le feu chez soi, où on est encore le répondant et celui qui a valeur morale, comment est-ce que, on peut apprécier, ça peut paraître niais comme question, mais certains l'évoquent. Aucune question n'est niaise. Et encore qu'à demi-mot, certains même dans le camp de son parti parlent de son état de santé. Bon, ça, ce sont des considérations secondaires sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Je ne suis pas médecin, traitant du président Compaoré, donc je ne m'étale pas sur ces considérations qui ne sont pas d'importance pour le débat. De mon point de vue, le président Compaoré a fait ce qu'il devait faire. Il a reçu donc les personnes de ressources, le camp Edi Komboyogo et le camp du président par intérim Achille Tapsoba à Abidjan, pour donc des concertations, à l'issue desquelles concertations, comme c'était prévu, une correspondance a été adressée où il a donné des orientations et la conduite à tenir pour la suite des opérations. Et seulement ces orientations ont été contestées par donc, le camp Edi et pour des motivations que eux seuls ils connaissent, mais j'estime pour ma part que politiquement et tenant compte du contexte, ce n'est pas forcément la meilleure attitude à adopter. Et je l'ai dit en son temps, quand il était encore président du parti, au Burkina, et chez les Mossé en particulier, le chef est considéré comme étant la poubelle. Et étant président du parti, il lui appartenait, donc dans un contexte de crise, et avec la nouvelle donne, suite au coup d'État du 24 janvier, de prendre de la hauteur, de s'assumer, de faire preuve d'humilité, d'approcher les sages qui ont d'ailleurs contribué à son élection en 2018 et qui ont grandement contribué à ce qu'il soit le candidat du parti en 2020. Et ça, il ne faudra pas l'oublier. Et paradoxalement, l'ensemble de ces personnes de ressources, tous ces anciens, le président Mélégué en tête, Luc Thiaw et d'autres, ont fortement contribué à ce qu'il soit candidat officiel du parti. Et toutes ces personnes aujourd'hui se retrouvent, je ne dirais pas contre elles, parce que c'est pas, la politique, on n'est pas contre quelqu'un, mais elles ne partagent pas son style de gouvernance et de management au sein du parti. Parce qu'in fine, c'est de ça qu'il s'agit. Je ressens la question sur l'incapacité apparente du président d'honneur d'éteindre un feu au sein de ses partis. Le président a donné des ordres. Il veut le faire au sein de la nation. C'est ce que c'est là où je Vous m'avez pas bien... J'ai répondu en disant que le président a fait son travail. Il a reçu les deux camps plus des personnes de source. Il a envoyé des orientations.
Et à mon sens, il appartenait au président Idi de faire en sorte que ces orientations soient appliquées. Si donc il travaille à ne pas les mettre en œuvre, c'est des raisons qui lui appartiennent, mais le temps nous dira au finish qui est sur la bonne voie et qui est sur la bonne ligne politique. D'accord, nous allons permettre au juge Bernard de réagir. Bon, ce n'est pas une question parce que je ne voulais pas qu'on rentre dans la généralité compte tenu de ce qu'on a comme sujet, mais c'est M. Yagoué qui me fait sourire parce que vous avez soutenu et encouragé M. Komboiwa à aller au Congrès malgré la scission. Vous étiez membre du bureau exécutif national au niveau du chef de file de l'opposition. Vous occupiez de la communication du chef de file de l'opposition. Votre démission du bureau exécutif est intervenue après le coup d'État. Comme vous dites que le contexte, certainement le contexte a bien guidé votre choix. C'est un commentaire que je fais. Ce n'était pas une question. D'accord. Vous aurez l'occasion de réagir un peu plus tard, mais nous entrons à présent dans le fond du sujet. Blaise Compaoré demande officiellement pardon au peuple burkinabé et à la famille de son compagnon et ami Thomas Isidore Noël Sankara. Monsieur Mélégué Traoré, quelle réaction est-ce que cela vous suscite en vous? Non, c'est un événement. C'est pas incontestablement, c'est un événement. Moi, dans ce genre de situation, moi, je reste toujours modéré. Parce que je ne pense pas que les extrêmes peuvent résoudre les questions de ce genre-là. C'est trop politique pour ça. Et c'est trop sensible pour ça. Mais incontestablement, on a affaire à un événement ici. Blaise Compaoré avait déjà demandé pardon. Souvenez-vous, le 31 décembre, mars plutôt, 2001. La grande cérémonie qu'on a organisée au stade du 4 août qui était présidée par Monseigneur Anselme Sanon et où il a demandé pardon en présence des autres chefs, des autres anciens chefs d'État qui étaient là. Il l'avait fait dans des termes qui ne sont pas très différents de ceux qu'il a utilisés là dans sa lettre. Il l'avait fait, mais ce qui est nouveau ici, d'abord, il prend beaucoup de hauteur. Ça reste l'ancien chef de l'État, c'est clair. Mais il prend beaucoup de hauteur. Il a tenu compte aussi de la sensibilité de la question. Et il a tenu compte du fait que nous, on demeure les hommes de Blaise Compaoré, mais c'est clair que notre régime... je ne dis pas que c'est un péché originel, mais c'est clair que ça a toujours été une tâche en arrière-fond à tout ce qu'on faisait, c'est-à-dire les événements du 15 octobre, auquel il faut quand même qu'on ait l'équilibre d'ajouter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une internaute, lorsque quelqu'un a beaucoup parlé contre Blaise Compaoré pour soutenir Thomas Sankara, il y a quelqu'un qui a diffusé, qui a publié les photos des 7 personnes que Sankara a fait fusiller au début de juin 1984. À l'époque, moi, je n'étais pas là, j'étais à Washington à l'époque. Et qui dit, mais ceci là, qui les défend? Et leur famille, ça ne compte pas. Donc, c'est tout ça qui fait que la situation est complexe. Et pour moi, en tout cas, Blaise a fait ce qu'il fallait faire. Même si certains estimeront qu'il l'a fait tardivement, mais il a fait ce qu'il fallait faire, étant donné le contexte actuel. Et puis, il a fait avec des mots très très simples, mais des mots qui sont porteurs. Quand il dit j'assume, quand il dit je demande pardon, quand il dit l'intégrité territoriale, etc., etc., c'est des mots très forts dans notre contexte actuel. Donc je pense que, pour moi, en tout cas, il est dans son rôle. Je ne présume pas de la réponse qui sera donnée à ça, parce que si vous avez remarqué les réactions depuis hier, il y a une réaction qui a été très très forte, celle de Mouzbila Sankara, qui est notre ancien ambassadeur à Tripoli, à l'époque où moi j'étais à Moscou, et qui a toujours été un des principaux pourfendeurs de Blaise Compaoré. C'est un parent à Sankara, et qui hier a été l'un des premiers à réagir en disant chez moi c'est fini, dès lors que Blaise a été aussi loin que ça. Parce qu'il y a un autre point que je n'ai pas ajouté, c'est le fait que Blaise fasse mention pour la première fois de la famille de Thomas Sankara. Il demande pardon également à la famille, et ça c'est bien. Donc Mouzbila a dit hier, pour lui c'est fini, mais il n'est pas le seul. Il y a des réactions d'autres membres de la famille qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais à l'échelle de la nation, parce que c'est ça notre référent, nous tous ici, les juges nous-mêmes,
Notre référence, c'est l'État et la nation burkinabé. Et quelque part, c'est au-dessus de toute la dynamique sociale. Ouais. D'accord. Pour ceux qui nous prennent en marche à la radio Watt FM, nous rappelons que M. Mélégué Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale, est notre convoqué à la barre du tribunal. À ses côtés, nous avons Alpha Yago, secrétaire au niveau du mouvement associatif du CDP. Vous avez la parole, juge Vaha. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure M. Mélégué Traoré. C'est que c'est un événement. Ça, il faudrait qu'on le situe ainsi, parce que même ceux qui sont encore à avoir un regard sur la forme, il ne fallait pas ceci, il ne fallait pas cela, mais tout le monde en parle parce que c'est un événement. Maintenant, tout à l'heure aussi, il y avait le parallèle qui était fait avec 2021, où, bon, que 2001 plutôt, que mars 2001, que Blaise l'avait déjà fait, mais c'est pas la même chose. Je rappelle déjà un peu les propos de 2001. Peuple du Burkina Faso, en cet instant solennel, en notre qualité de président du Faso, assurant la continuité de l'État, nous demandons pardon et exprimons nos profonds regrets pour les tortures, les crimes, les injustices, les brimades et tout autre tort commis sur des Burkinabés par d'autres Burkinabés agissant au nom et sous le couvert de l'État de 1960 à nos jours. Il y a eu quelque chose de fort qui s'était passé avant, qui a secoué la République, qui le mettait au centre. Mais là, on a trouvé la formule de parler de la continuité de l'État, de ne pas s'assumer entièrement sur son acte soi-même. Aujourd'hui, c'est différent. Parce que, quand on écoute Blaise, c'est le jeu qui est employé. C'est une dimension. C'est citer la famille Thomas Sankara, auquel il est lié, sur lequel il y a une décision qui est tombée très récemment. Donc on est dans assumer de façon personnelle certains éléments, ce qui est différent de mars 2001. Et ça, moi, je voulais le relever ici. C'est pour ça, pour moi, j'ai dit que c'est un événement. On l'a déjà eu avant, mais avant, ça a été beaucoup plus du vernis, parce qu'on s'est caché derrière beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est sincère ou ça ne l'est pas, mais il y a quelqu'un qui assume en disant je. Et il y a le mot j'assume. Pour moi, c'est vraiment différent de 2001 à aujourd'hui. C'est ce que je voulais préciser. Non, oui, mais ça ne l'est qu'en partie. Vous savez, à la tête de l'État, la différenciation entre le je et le nous, la vérité, c'est que ça n'existe pas. À la tête de l'État, pour des raisons de responsabilité, le président du Faso, vous savez, est le seul qui, quand il fait une lettre administrative, écrit nous. Mais ça veut dire je. C'est-à-dire que c'est une dimension où on ne peut pas, on peut distinguer, mais on ne peut pas séparer le je du nous. Et en 2001, puisque j'étais aux affaires, on en discutait évidemment à l'époque, je me rappelle bien. Et c'est clair qu'il assumait, il le disait. Simplement, là où je suis d'accord avec le juge, c'est qu'il avait mis ça dans une perspective historique, qui était depuis 1960. Et c'est peut-être un des problèmes même pour la réconciliation actuellement. Moi, je suis dans les... Vous savez, il y a le comité des experts de haut niveau, les 22, qui s'occupent de la réconciliation actuellement. Et qui rencontre d'ailleurs demain le ministre d'État, Boli Hiro. Et l'une des choses que j'ai fait observer dès le début, c'est qu'à force de remonter très loin, on noie complètement les problèmes. On noie complètement les problèmes. Si on va recommencer par 1960, on ne va pas s'en sortir. Je crois qu'il faut trouver des faits précis actuellement. On va discuter bien sûr. Quelle est la période pour vous, l'insurrection maintenant? Non, pas l'insurrection forcément, mais c'est clair qu'à partir de 1980, on n'a plus eu la même chose. Les coups d'État, à partir de 1980, ne ressemblent plus du tout aux coups d'État d'avant. Le coup d'État antérieur, c'est l'armée qui prenait le pouvoir, c'était l'officier le plus gradé, avec le plus d'ancienneté qui guidait les choses. À partir du novembre 1980, c'est terminé. C'est toujours des groupes internes à l'armée. C'est pas... Oui, on va toujours dire l'armée. Une fois que le pouvoir a été pris, on dira c'est l'armée. Mais réellement, il ne s'agit plus de l'institution militaire qui prend l'initiative, mais d'éléments internes à l'institution militaire. Si bien que, à force de tout prendre comme ça, et de vouloir tout régler par la réconciliation, on se perd dedans. Et ce que j'ai dit, c'est que moi, quand j'ai commencé mes premières
investigations pour ça, là, pour la réconciliation. Je suis tombé en ville sur des gens qui ne voulaient pas entendre parler de Maurice Amégo, qui m'ont dit même de quitter la cour pour ne pas parler de Maurice Amégo. Simplement parce que Maurice avait envoyé leur père au nord à Dori. On disait toujours la prison de Gorom Gorom. En fait, il n'y avait pas de prison à Gorom Gorom, c'était à Dori. C'est peut-être pour ne pas gâter le nom de Dori. Mais j'ai vraiment rencontré des familles qui estiment que les plaies ne sont pas cicatrisées. Mais si on va remonter aussi loin, on ne va pas s'en sortir. Donc c'est pour cette raison que moi j'estime que à l'étape où nous sommes, on se concentre. Et pour revenir à la question qu'a soulevée le juge, je pense qu'il faut prendre les paroles de Blaise dans leur contexte et par rapport à la personnalité. Certains estiment, moi j'ai déjà entendu, avant que nous n'allions voir Blaise à Abidjan, on nous disait même qu'il ne peut pas s'élever. On nous disait qu'il était devenu fou, qu'il n'avait plus ses esprits. Donc la réalité, quand on est parti, c'est que notre première surprise a été de le trouver assis dans son salon. La difficulté qu'il a, c'est l'élocution. C'est vrai que même en temps normal, Blaise n'a pas une bonne élocution. Vous pouvez rester avec Blaise pendant une demi-heure, il ne dit rien. Même en situation normale. Ça, c'est un problème actuellement pour lui, c'est difficile. Mais en dehors de ça, tous les autres aspects, il n'y a pas de problème majeur. Donc, je crois que si on veut bien prendre l'acte qu'il pose là pour ce qu'il est, il faut prendre ça positivement et voir en quoi cet acte peut contribuer à renforcer le processus de réconciliation. D'accord. Alors, Alpha Yago, Blaise Compaoré dit « J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats alarmants à la tête du pays. » Qu'est-ce qu'on fait du pan de la justice ? Merci bien. C'est dommage que vous ne m'ayez pas laissé réagir après donc on reviendra, le propos humoristique donc de mon ami Bougouma, mais il me semble quand même important de faire une mise au point sur la question. Permettez-moi de faire une mise au point sur cette question qui me semble essentielle. Vous répondrez à la présente question. Vous êtes au tribunal de l'actualité. Absolument. Le président vous ordonne de répondre à la question. Absolument. Je comprends très bien. Et notez également qu'il y a eu une interpellation directe sur moi. Et permettez-moi, puisque j'ai le droit aussi de me défendre, de pouvoir me prononcer sur la question. Parce que la question de la réconciliation, je distribue la parole. La question de la réconciliation, oui. Vous reviendrez sur la question plus tard. Je passe à vous, monsieur Mélégué. Traoré. Mélégué Traoré, excusez-moi. J'assume. Méfiez-vous, Maurice. Tout à fait. Méfiez-vous de Maurice. Tout à fait. J'assume. Ah non, attends, cela étant dit, je reste un fils de l'Église puisque j'ai été baptisé. Tout à fait. Je suis un fils de l'Église, un fils animiste de l'Église catholique. Et dans mes papiers avant, à la Cité internationale de Paris, ça faisait rire tout le monde parce que j'écrivais toujours animiste chrétien. Jusqu'au jour où le cardinal m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire. D'accord, nous reviendrons à M. Yago tout à l'heure. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays. Qu'est-ce qu'on fait du pan de la justice dans cette demande de pardon de Blaise Compaoré? Non, la justice doit être prise en considération. La justice s'est déjà prononcée. Dans la République, il y a des mécanismes pour gérer ce genre de situation, c'est-à-dire la conciliation entre les impératifs de la justice et les impératifs qui sont liés à la nation et à l'État. Et c'est pour cette raison que des pouvoirs ont été donnés au chef de l'État pour trancher un dernier ressort quand c'est comme ça, mais en respectant le droit. La justice n'est pas au-dessus du droit. Il faut respecter le droit. Et c'est pour cette raison qu'il a la possibilité de gracier. Une fois que la personne a été condamnée, il peut gracier. La question de la grâce, c'est que ça n'efface pas la faute et le casier judiciaire reste chargé. Alors que s'il peut, parce que le pouvoir actuel a une majorité incontestable à l'Assemblée, il peut aussi proposer à l'Assemblée, soumettre à l'Assemblée un projet de loi d'amnistie. Et dans ce cas, si elle est votée, évidemment, le casier judiciaire redevient vierge. Et personnellement, je pense que ça se terminera comme ça, d'une façon ou d'une autre. Et je veux dire par là qu'on peut très bien respecter la justice sans que ça bloque tout.
Ça bloque. Et c'est probablement, de mon point de vue, ce qui risque de se passer. D'accord. Alors, avant, est-ce que vous avez la même vision, M. Yago? Oui, je persiste et je signe encore que l'interpellation de M. Bougouma à mon égard nécessite une mise au point. C'est un commentaire. Ça nécessite une mise au point qui me concerne directement. Je ne vous ai pas interpellé. Oui, ah si, quand même. Donc, de ce point de vue, je voulais simplement dire... Je vais plaider pour que vous lui permettiez de fermer la parenthèse et puis on va On pourrait y revenir lorsque je le déciderai, mais répondez à la question. Je lui donnerai la parole en temps opportun. Répondez à la question. Permettez-moi de terminer. Répondez à la question, nous y reviendrons, je vous donnerai la parole. Pour la question donc de la réconciliation, et j'allais dire justement que la question la centrale d'ailleurs qui nous a amené ici, c'est la question donc de la lettre du président Compaoré adressée donc au président Damiba. C'est ça l'essentiel, c'est l'objet de l'invitation ici. Et c'est pourquoi j'ai accepté de venir. Donc, bien entendu, c'était la question centrale. Maintenant, si dans les autres sujets abordés, je suis interpellé sur un point, je pense que la liberté d'expression que vous chérissez tant m'autorise à répondre à la question. Ceci dit, étant donné que c'est vous qui décidez la parole, et par rapport donc à la question de la lettre du président Compaoré, à partir du moment où certains mots forts ont été prononcés, à savoir donc le pardon, le président Mélégué l'a soulevé, la question donc, le fait d'assumer, et le fait donc de citer la famille de son frère et ami, et je cite Sankara, ça montre que réellement il y a une volonté de faire un pas, d'aller dans une démarche constructive, et il met au-dessus donc de sa nation, il met au-dessus de tout, de sa personne, l'intérêt supérieur de la nation. Et au regard donc des fonctions qu'il a eu occupées, de ce qu'il a représenté, je pense que c'est une preuve de grandeur, d'ouverture d'esprit, de hauteur de vue, et qu'il faut saluer à sa juste valeur. Et de ce point de vue, ça peut être un adjuvant, un facteur supplémentaire qui peut, et qui, je l'espère, va contribuer de manière décisive au processus de réconciliation que nous appelons de tous nos voeux. Et par ailleurs, il faut dire que dans aucun pays, la réconciliation n'a fait l'unanimité. Il y a toujours une partie de la population, de l'opinion, qui s'oppose donc au mécanisme de réconciliation pour diverses raisons. Certains en font leur fonds de commerce, bon, ça c'est pas le sujet, mais au finish, une fois que la réconciliation est une réalité, toute la nation en bénéficie. Et il faut tenir compte du point de vue majoritaire. Et il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que l'écrasante majorité de la population burkinabé est favorable aujourd'hui au processus de réconciliation. Il a évoqué bien entendu la situation du pays qui est, je dirais, gravissime. On n'a jamais traversé une crise aussi grave. J'ai cité quelques éléments tout à l'heure sur lesquels je ne vais pas revenir, qui montrent l'état de délabrement avancé dans lequel le pays se trouve. Et donc, quand dans un tel contexte, ce qui compte le plus, c'est la cohésion, l'unité nationale et le sursaut patriotique autour de l'essentiel, préserver et sauver notre pays aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Et enfin, il ne faut pas que cette situation-là prenne en otage indéfiniment notre pays, parce que ça n'a que trop duré. Bien entendu, nous avons une compassion, une pensée aux familles des victimes de tous ordres, que ce soit à tout point de vue. Mais, à un moment donné, il faut savoir solder le passé et puis se projeter maintenant vers l'avenir, un avenir que nous espérons tous radieux et pour l'intérêt des générations futures. D'accord, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Oui, juge Bougouma, vous avez la parole. Oui, en ce qui concerne la démarche, personnellement, je n'aime pas les réconciliations spectacles événementielles, ça ne marche pas. En 2001, le même président Blaise Compaoré avait pris 7 engagements. 7 engagements. Le premier engagement, c'est la mise en œuvre des mesures de réparation. Le deuxième engagement, c'est l'érection de monuments. Et le troisième engagement, c'est le traitement diligent de l'ensemble des dossiers de crimes économiques et de sang. 7. Il y a eu l'institution d'une journée de souvenirs et puis la mise en place d'une commission d'éthique. Vous en savez, c'est la plaque aujourd'hui qui nous signale qu'on l'a eu au Burkina. Et puis la consolidation du dialogue, la mise en place du mécanisme de suivi des présents engagements. Après, c'est passé à autre chose. Donc, l'événementiel a pris le pas sur le fond. Ce qui s'est passé hier, j'ai également suivi la sortie de Mousbila Sankara. La première fois que j'ai reçu Mousbila Sankara en émission, c'était très difficile pour lui de s'exprimer. Il a fait cas des tortures dont il a été victime quand il a été cueilli à l'aéroport, de ses diplômes qui ont été brûlés, de tout son avenir qui a été compromis et de la difficulté de ses enfants de pouvoir se refaire après cela. Donc c'est quelqu'un qui souffrait dans l'âme, qui ployait
et qui en souffrait et qui parlait difficilement. Donc à un moment donné, c'est devenu facile pour lui de parler, mais aux premières heures, ce n'était pas aussi facile pour le jeune journaliste à l'époque qui commençait. C'était pas aussi évident pour moi sur un plateau quand vous voyez un papa dans ces conditions-là. Donc vous mesurez à telle enseigne, comment on appelle ça, jusqu'à quel point ces genres de personnes ont subi dans l'âme des choses que nous n'allons même pas nous aussi tolérer un seul instant. Donc quand il dit en son nom personnel que le pardon de Blaise, lui, ça lui va, ça règle son problème. C'est d'ailleurs ce qui avait été demandé depuis longtemps, une sincérité. Certains ne voulaient que ça seulement pour régler leurs problèmes. Les indemnisations, moi j'ai rencontré plusieurs victimes qui disent que je m'en fous des indemnisations. Que quelqu'un assume et reconnaisse qu'il m'a fait du tort, moi ça me suffit. Parce qu'il ne pourra pas payer tout ce que j'ai perdu. Même de façon chose. Voilà. Donc il y en a qui sont effectivement dans cette logique. Et je sais que Mousbila n'est pas seul dans cette logique. Donc c'est ce qui fait que je n'aime pas trop les événementiels dans le processus de réconciliation nationale. Nous sommes des Africains, nous sommes des Burkinabés. On a des mécanismes sur le plan culturel pour la réconciliation. Alors, vous êtes un homme de culture, vous revendiquez, vous assumez d'ailleurs les valeurs traditionnelles. Sur ce pan-là, nous avons à un moment donné péché, si je ne me trompe pas, Mélégué Traoré. Est-ce qu'on n'aurait pas pu impliquer les valeurs traditionnelles on aurait pu passer à autre chose? Non, incontestablement, il y a eu des ratés. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qui auraient pu, dans la démarche, être pris en considération qu'on n'a pas pris. Le problème des mécanismes traditionnels, c'est qu'ils se situent toujours dans un contexte ethnique très précis chaque fois. Et ce n'est pas très facile de transférer comme ça les mécanismes, parce qu'il n'y a pas de mécanismes communs à toutes nos cultures. Ce n'est pas facile comme ça de prendre les mécanismes traditionnels de réconciliation ou de règlement des crises ou de conflits chez les Bissa, parce que c'est lié à beaucoup de choses, et transférer ça au niveau de l'État, où il y a beaucoup d'autres mécanismes concurrents. Il y a une cinquantaine d'autres mécanismes concurrents. C'est ça la difficulté, mais même là, il n'y a rien qui empêche, par exemple, de faire en sorte qu'on regarde les traits communs à tous ces mécanismes. Enfin, il y en a beaucoup, il y a plusieurs traits communs à tous les mécanismes traditionnels et on peut les explorer. Donc je suis assez d'accord que là, on aurait pu faire jouer les mécanismes traditionnels. Peut-être qu'ils n'auraient pas tout résolu, mais ça aurait apporté beaucoup. Il n'y a pas de doute. Alors, je reviens, si vous permettez, sur la question de Sankara est difficile pour lui, il a parlé de Mousbila. Moi, j'étais ambassadeur à Moscou à l'époque. Et un beau jour, on m'a dit qu'il s'est rappelé à Ouaga. C'était après le 15 octobre, pas immédiatement, mais après, bien après le 15 octobre. On dit non, vous êtes rappelé. Quand je suis arrivé ici, à l'aéroport, il n'y a personne pour me rencontrer. Et bon, ça, c'est anecdotique. J'ai passé 3 ans ici, pendant lesquels personne ne me recevait, personne ne me rendait visite. En dehors des scouts, comme Basseli Djibril, Bouyensa, mais ça, c'est parce que c'était des scouts. Et à l'époque, j'avais clairement été indexé comme étant sankariste, que ça coûte ça qu'on m'a rappelé. Je suis après parce que j'ai discuté avec les dirigeants. Et je m'apprêtais à aller aux Nations Unies, j'avais trouvé un poste. Et c'est à ce moment qu'on m'a demandé de rester pour aider à stabiliser le régime. Je veux dire par là que s'il y a des gens qui restent très attachés à Sankara, c'est quand même nous autres, ça c'est vrai. Mais si on ne dépasse pas ça, on ne va pas s'en sortir. On ne s'en sortira pas si on reste figé dans cette posture-là. Et c'est pour cette raison que je suis assez favorable à ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas naïf au point de croire que tout le monde sera d'accord avec lui. Je ne suis pas naïf au point de croire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura des difficultés de toute façon. Mais nous sommes dans une telle situation que l'existence du Burkina est menacée. Quand on dit l'existence est menacée, ça ne veut pas dire que l'État burkinabé va disparaître. Mais c'est pourrait très bien qu'on se retrouve dans 2 ou 3 ans avec un Burkina qui n'est pas celui que nous connaissons. Et c'est dans ce sens que l'État peut être menacé, effectivement. Et tout ce qu'on peut faire, vraiment pour contribuer à libérer le pays et pour contribuer à souder
le corps social. Je crois qu'il faut le faire, même si quelquefois c'est dans la douleur, mais il faut le faire. D'accord. Alors, Alpha Yago, d'aucuns estiment qu'il y a comme un acharnement de la part du gouvernement de transition à placer Blaise Compaoré au centre de la réconciliation nationale. Quel est votre avis? Non, il est très simple. C'est que occulter Blaise Compaoré dans le processus de réconciliation, c'est également faire fausse route. Il a dirigé ce pays pendant 27 ans. Ça, il faut l'accepter. Et les deux personnages qui cristallisent cette question de réconciliation nationale et l'actualité nationale, en réalité, c'est Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Ça, c'est des éléments factuels. Parce que chacun, à sa façon, a marqué l'histoire de notre pays. Il y a les pro-Sankara, il y a les pro-Compaoré, et qui constituent, à mon sens, une bonne partie de l'opinion. Partant de là, il est difficile d'occulter un des éléments. C'est comme si je prenais la question à l'envers. Je disais, est-ce qu'on pouvait occulter donc la question de Thomas Sankara dans le processus de réconciliation? Ça semble difficile à admettre. De la même manière, le président Compaoré, d'aucuns estiment que c'est une partie du problème. Mais moi, un nom très important pour les journalistes, Norbert Zongo également. Oui, bien entendu. Et pas que lui, je vous citerai Nézin Badembié également, très important pour la famille Badembié. Je vous citerai Sommet Yorian Gabriel, très important pour la famille Sommet. Je vous citerai le colonel Tiendrebego, très important pour la famille Tiendrebego. Je vous citerai le commandant Sawadogo Mamadou, très important pour la famille Sawadogo. Et la liste donc peut aller jusqu'à l'infini. Donc, partant de là, certains estiment que le président Compaoré est une partie du problème. On peut leur concéder cela, mais d'autres estiment, parmi lesquels je figure, qu'il fait partie également incontestablement de la solution. Ceci dit, le président Mélégué l'a souligné, il faudra qu'on fasse preuve donc de dépassement de nos pulsions personnelles, de nos intérêts parfois égoïstes, et qui ne prennent pas en compte l'essentiel, l'intérêt général. Qu'est-ce qui est souhaitable pour notre pays? Est-ce que c'est la cohésion sociale, la réconciliation, l'apaisement, retrouver la quiétude et la paix d'antan, ou il faut persévérer dans cette division éternelle au risque donc de voir notre pays dans une situation que personne ne souhaite? Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je reste convaincu que la démarche du président Compaoré, qui peut être appréciée diversement, mais est incontestablement un élément, un pas dans le bon sens, dans le sens donc de la cohésion sociale et donc du rapprochement donc des Burkinabés les uns les autres. Et il a bien signifié dans la lettre son frère et ami Blaise Compaoré. J'ai tendance à dire souvent à certains sankaristes avec qui je discute que le premier sankariste en réalité c'est Blaise Compaoré, parce que je ne pense pas qu'en dehors de sa famille biologique les hommes politiques ou les organisations associatives qui se revendiquent de lui connaissent plus Thomas Sankara que le président Compaoré. D'accord. Vous avez la parole, juge Vaha. Oui, commentaire et en même temps question. C'est vrai que vous avez posé la question de la justice, mais moi j'ai l'impression qu'on oublie que il y a eu une décision récemment et que cette justice burkinabé, je pèse mes mots, elle a été ignorée par la partie Blaise Compaoré. Je ne veux pas rappeler les propos de son avocat parce que les avocats, on sait comment ils parlent. Parler des tribunaux iniques lorsque la décision est tombée, et parler d'une justice aux ordres pour dire qu'on ne viendra même pas, c'est pas la peine de penser qu'on viendra là-bas. Ça, c'est une vérité, c'est ce qui s'est passé récemment. Ça, on n'en parle pas. Mais c'est normal aussi quand on lit la lettre de Blaise Compaoré, j'ai l'impression que il n'est pas à l'étape de cette justice-là. Il faut qu'on se comprenne. Parce qu'il dit, je m'assume relativement à un certain nombre d'éléments. C'est quelqu'un qui a peut-être quelque chose de gros sur, je ne dirais pas la conscience ou quoi que ce soit, mais qui sait que dans un moment de la vie du Burkina Faso, il y a des choses qui se sont passées qui lui incombent. Quand vous lisez, c'est ce qui transparaît dedans. Mais on ne dit pas ce qui est. Quand on demande par exemple pardon à la famille Sankara, vous avez fait quoi pour lui demander pardon? Ça a été jugé. Et on dit que vous êtes condamné pour ça, vous êtes coupable. Vous demandez pardon pour ce que vous avez fait. Vous avez fait quoi? Donc, vous comprenez. Mais ça, on passe. Mais aujourd'hui, moi, je vais revenir sur la question de réconciliation et la dynamique parce qu'il n'y a pas longtemps, le ministre a dit dans les jours à venir, on aura un forum et tout. Donc, tout ce qui est en train d'être fait, je pense que c'est pour ça. Il y a eu l'arrivée de Blaise Compaoré qui a pratiquement plus divisé que réuni parce qu'on a vu comment les clivages étaient profonds. Aujourd'hui, il y a la lettre sur laquelle il y a des interprétations. Bon, si c'est daté du 8 juillet, pourquoi le monsieur, il a ça à Ouagadougou, on ne lui permet pas de lire, mais que ce soit lui en sa présence et qu'il reparte à Abidjan avec, que ça revienne comme ça.
il y a la façon. Est-ce que quelquefois il y a des petites erreurs qu'on peut corriger? Est-ce que ça dénote de ce que le forum, ça sera plus difficile qu'on le croit? Comment est-ce que vous l'entrevoyez et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça réussisse? Parce que c'est pour le Burkina, c'est ça qui est important. Il faut que ça réussisse pour les Burkinabés et pour le Burkina. D'accord, nous permettons à Mélégué Traoré de réagir. Il y a tellement de questions qui se posent. Il y a un des juges qui a soulevé une question, vous me permettez de revenir là-dessus, c'est le rôle de Blaise au niveau du parti et de l'État. Oui, il ne faut pas comparer parce qu'il s'agit de deux échelles complètement différentes. L'État, c'est public. Les partis politiques, c'est des organisations de droit privé. C'est tout à fait autre chose. Le rôle qu'ils jouent là-bas, il y a des facteurs internes au parti qui sont tels qu'on ne peut pas comparer ça avec ce qu'il fait au niveau de l'État. Ce qui est vrai, c'est que si on est réaliste, on doit admettre qu'aujourd'hui, l'ascendant que Blaise avait sur le parti, c'est en partie étiolé. C'est-à-dire que il s'est étiolé, mais les apparences sont sûres. Pour le moment, tout le monde se réclame de lui, y compris Eddy, puisqu'on est partis ensemble. C'est difficile de trouver quelqu'un qui s'écarte de Blaise jusqu'à un certain point au niveau du CDP, à cause de l'histoire du parti. Cela dit, on admet aujourd'hui que des actes et des paroles qui sont prononcés à l'égard de Blaise étaient impensables il y a encore quelques temps. Mais ça, si on est vraiment dans une dynamique unitaire du parti, ça va passer. Autrement, probablement, et bon, je l'ai dit dans une interview au quotidien, ça n'a pas encore paru, il y a quelques jours, j'ai dit... autrement, on va vers deux partis, mais ça c'est une autre affaire. Pour revenir au forum, si vous vous rappelez, il y a 4 ans, j'avais proposé dans les journaux un forum des communautés. Mon idée étant nous sommes plusieurs communautés, plusieurs dizaines de communautés. Il faut peut-être retourner à la base, voir justement les fameux mécanismes dont les juges là parlaient. Et d'abord que les gens se connaissent. Et je prenais l'exemple, si vous allez chez moi, dans un village de la Leraba, vous partez à Kankalaba, vous dites un Bissa, on ne sait pas ce que ça veut dire. Vous dites un Gourmachi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une rivière, est-ce que c'est une montagne, on ne sait pas. Mais l'inverse est vrai. Si vous allez dans certains villages derrière Fada, vous dites un Sunfou, on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a déjà créé une dynamique sociale à la base. Ça va prendre du temps. Ça ne peut pas attendre le forum, mais il faut le faire d'une façon ou d'une autre. C'est en se connaissant qu'on peut se souder. Et ensuite, maintenant, il faut reprendre le mécanisme là où Roch l'avait laissé. Il ne faut pas faire comme si on va réinventer tout. Roch a fait un travail de ce point de vue qui était formidable, qui a été dit. On ne peut pas laisser la situation éternellement comme ça. Et c'est là qu'il a lancé le processus de réconciliation. Il faut partir de ça. Parce qu'on a reporté ce forum à plusieurs reprises. Il faut partir de ça et maintenant voir dans le nouveau contexte ce qu'on peut faire. Mais surtout ne pas chercher à précipiter les choses. Parce que c'est tellement difficile comme thématique que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se réconcilie. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses. D'accord. Nous sommes pris par le temps. Il nous reste moins de 2 minutes. Vous avez 30 secondes, monsieur Yago. Je peux enfin donc réagir voilà, à la pique de mon ami juge Bougouma. Non, tout simplement pour dire qu'en effet, et je l'ai souligné, j'ai travaillé donc avec le président Komboga en tant que président du parti, ce qui est tout à fait normal. Mais il ne vous aura pas échappé que presque plus de la moitié du BEN ne se revendique plus donc de son groupe, dont je fais partie bien entendu. Ça fait quand même plus d'une cinquantaine de personnes, largement au-dessus. Donc sur près de 78, ça fait déjà pas mal de personnes. La quasi-totalité du Haut Conseil, en tout cas, ne partage plus la ligne politique d'Eddy Komboyogo. Donc c'est dire que je ne suis pas un cas particulier dans ce sens-là. J'aimerais également ajouter le fait que c'est pas tout également qu'on étale sur la place publique, mais je fais partie des quelques personnes qui ont en aparté signifié au président Eddy qu'il était importantissime qu'il aille voir donc le fondateur en Côte d'Ivoire
s'accorder avec lui sur les termes et l'orientation du Congrès avant que cela ne puisse se dérouler. Une fois qu'il ne l'a pas fait, je pense que la ligne de démarcation était déjà définie dès cet instant. D'accord, voilà qui est clair. 10 secondes, juge. Non, en fait, c'est simple. Hein. Moi, je n'ai pas fait. J'ai dit en commentaire, j'ai dit c'est le contexte. Je tiens compte du contexte parce que les mêmes démissions du BN sont intervenues après le coup d'État. Et lui-même, sa démission, c'est après le coup d'État. J'ai intégré le contexte pour dire ce que j'ai dit. J'ai juste fait un commentaire. Je n'ai pas personnalisé. Vous n'êtes pas le seul à être parti après le coup d'État. Je ne pense pas que s'il n'y avait pas coup d'État. On se comprend parfaitement. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai bien contextualisé. On se comprend. Quand on n'est pas dans le parti, il y a des choses qu'on ne voit pas. Non, sincèrement, je crois qu'il faut. Les références, c'est la place de Blaise. Blaise est incontournable psychologiquement chez les militants du CDP. Il y a un aspect subjectif dedans, mais il y a un aspect qui relève du droit simplement parce que la résolution qu'on a prise au 7e congrès était tellement forte, on a donné tellement de pouvoir à Blaise, et lui il le sait, j'étais contre cette résolution, je l'avais dit au Congrès, j'ai dit, moi je suis attaché à Blaise, c'est incontestable, mais je crois dangereux de donner tant de pouvoir à un président d'honneur. Et ceux qui défendaient le plus la résolution, c'est Eddy. Ça se retourne contre eux aujourd'hui, parce que si on regarde les textes du parti, Blaise peut bloquer à peu près n'importe quelle décision. Peut-être qu'il faut changer. En tout cas, moi, je n'étais pas pour de toute façon, et je l'avais dit devant tout le monde. On ne peut pas gérer aujourd'hui la situation sans tenir compte de ça. Alors, peut-être à un congrès unitaire, on reviendra sur tout ça et voir... et puis, étant donné Blaise dans sa situation actuelle, je pense qu'il a assez souffert comme ça. Il faut le laisser tranquille, c'est ça. D'accord. Ouais. Et c'est ici que nous mettons un point final à la 3e convocation de la dernière semaine de la saison de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Je rappelle que le diplomate de carrière et ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Traoré, était notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. À ses côtés, nous avions également Alpha Yago, responsable du mouvement associatif au sein du CDP. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous qui l'avez suivi à la télé comme à la radio. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et restez fidèles au programme de True TV et Watt FM.